Bonjour et bienvenue à cette série d'émissions d'intérêt public, au cours de laquelle, avec notre hôte Joël Monzé, docteur en neurosciences, et moi-même, Martine Laval, nous échangerons, nous discuterons, nous explorerons avec nos invités afin de trouver des solutions ou des alternatives pour faire tourner le vent sur des sujets qui nous interpellent. Question de simplement s'inspirer dans une perspective de penser globalement, agir localement. Le sujet d'aujourd'hui, la neuropsychologie à la croisée des chemins, avec nos invités, Kaïla Rodrigue. Bonjour. Bonjour. Isabelle Fournier. Bonjour. Et Daniel Perrault. Bonjour. Joël, bonjour. Bonjour. Le sujet d'aujourd'hui, et en fait, ça va probablement rentrer exactement dans vos intérêts depuis le début de votre pratique clinique, voire peut-être même de vos études, c'est d'essayer d'arriver à comprendre les enfants et de voir de quelle manière on peut les aider. En fait, les dernières données qu'on a reçues de la santé publique, en fait de l'INES, qui s'occupe des meilleures pratiques dans le domaine de la santé et des services sociaux, c'est que nous savions que 15% de nos enfants en 5e et 6e année primaire sont sous médication psychostimulante, le Ritalin, l'Adderall, le Concerta, pour arriver en fait à terminer leur primaire. Et quand on regarde de manière un peu plus large quels sont les enfants qui ont reçu ou non un diagnostic, on se rend compte que 23% de nos jeunes à 14 ans ont reçu un diagnostic de TDAH. Si on enlève l'île de Montréal, on monte à 30 à 33% selon les régions administratives du Québec. Donc, on se rend compte qu'actuellement, on est dans une vague énorme de jeunes qui reçoivent un diagnostic, parfois pour les aider, parfois on pourrait se poser la question si on n'est pas, de temps en temps, dans une vision un peu trop réductionniste de l'enfant qui essaye de gravir petit à petit les marches pour devenir un adulte un jour. Mm-hmm. Nous avons commencé avec Kaïla Rodrigue qui a exploré quand même certains champs entre la psychologie, le psychosocial, la neuroscience dans les écoles. Et il y a quelque chose qui l'interpelle par rapport à comment on traite les enfants, ce qu'on fait avec les enfants, ce qu'on leur demande et ce qu'ils subissent finalement. Merci. Oui, puis j'ai envie de faire du pouce sur ton introduction, Joël. Moi, quand j'étais psychologue scolaire dans les écoles, aussi neuropsychologue, ça m'a vraiment interpellée de me rendre compte. En fait, pendant une année scolaire, j'ai décidé d'observer le taux de médication des enfants, prendre des notes de ça. Et je me suis rendu compte que dans une des classes de 6e année, effectivement, il y avait près de la moitié de la classe qui était sous médication. Et là, ça m'a vraiment choquée. Et là, c'est là que aussi mon processus de réflexion s'est amené à comment on peut aller au-delà de ça? Ça ne se peut pas s'arrêter à cette seule alternative-là. Il faut aller au-delà de ça. Donc, oui, ça m'a vraiment amené à re-questionner nos façons de faire, nos façons de voir les enfants, comment les aider. Parce qu'en fait, ce qui est dérangeant, évidemment, c'est leur comportement à ces enfants-là. Ils sont tannants, ils ne suivent pas les consignes, ils sont turbulents. Est-ce que c'est pas normal chez les enfants d'être comme ça? Mais comment peut-on... Est-ce qu'il est obligatoire dans les évaluations d'en arriver automatiquement à la médication ou est-ce qu'on vise la médication pour avoir une classe plus calme? C'est assez dérangeant, je trouve, comme vision des choses, n'est-ce pas? Dans les écoles, que ce soit vous, Isabelle, peut-être? Bien oui, en effet. En fait, c'est nous, comme neuropsychologues, on ne prescrit pas de médication. Mm-hmm. On peut poser un diagnostic psychologique, un diagnostic neuropsychologique, mais on ne peut pas poser le diagnostic de TDAH tel que le médecin peut le faire et c'est lui, le médecin, qui peut prescrire la médication. Pourtant, c'est vous qui faites les évaluations, n'est-ce pas? Exactement. On peut émettre des diagnostics psychologiques. On peut proposer d'aller voir le médecin pour de la médication. Mais voilà. Mais souvent, même si on ne le fait pas, même si on ne propose pas de rencontrer le médecin pour la médication, quand, suite à l'évaluation, on voit que ça ne s'y prête pas, bien, c'est souvent là que notre rapport d'évaluation se rend quand même. Donc, le neuropsychologue, c'est souvent la porte d'entrée pour la prise de médication, justement. C'est souvent comme ça qu'on est sollicité. Mais ce que je comprends bien, donc vous faites des évaluations de vos élèves, vous posez
peut-être un diagnostic qui ne demande pas nécessairement de la médication, mais de toute façon, l'enfant se retrouve médicamenté. Souvent, c'est ce qui Souvent. arrive. Ça arrive. C'est pour ça qu'il y en a un si grand nombre, parce que, bon, beaucoup d'enfants sont turbulents ou ils doivent être, Ouais. surtout bon, dans les petites classes. Bien, de mon expérience, moi, en milieu scolaire, ce que j'observais, c'est que les enseignantes se sentent impuissantes. Bon, ils ont écoulé leurs trucs comportementaux, leurs adaptations, et là, ça ne marche pas plus. Donc, souvent, c'est là que la référence arrive dans mon bureau. Est-ce qu'il y a un TDAH? C'est souvent la porte d'entrée. Donc là, l'évaluation, si on a l'approche typique, on fait l'évaluation, oui, non, diagnostic. Et quand c'est oui, souvent, c'est la médication. Et là, pour mon expérience, quand je travaillais comme ça, je me rends, bon, rapport dans le classeur, on oublie ça, l'enfant va prendre la médication. 2 ans plus tard, à peu près, revient dans mon bureau. Ah. Oh, mais là, il est déjà médicamenté. J'ai déjà fait l'évaluation. Oups! Et là, comme professionnel, des fois, on est mis face à notre propre impuissance. Quand, oh là, qu'est-ce que je peux faire de plus? Et là, c'est que là, on se lance la balle en professionnel. Moi, j'ai voulu sortir de ce cercle-là, comme je disais, parce que ce cercle-là fait en sorte qu'on arrive à la fin du primaire et là, on a des taux de médication extravagants et des médications qui montent. Mais dans la pratique clinique, moi, ce que j'observais souvent à l'époque où je travaillais avec des enfants et des familles, c'est qu'il y avait toujours plus d'appels aux alentours de fin octobre, début novembre, à l'époque des premiers bulletins de l'année et après le deuxième bulletin. Et je crois que souvent, l'enseignant, quand il voit la difficulté de l'enfant de rencontrer les exigences auxquelles on s'attend d'un enfant quand il est dans telle ou telle classe, va souvent dire, écoutez, avec mon expérience, je pense que vous devriez aller voir que, je pense que vous devriez considérer la médication parce que j'ai peur de ce qui va se passer lors des examens du ministère dans 2 ans, dans 3 ans. Et finalement, la peur de l'enseignant, qui est légitime probablement parce que l'enseignant veut vraiment le bien de l'enfant à la base, c'est que ça se transmet aux parents. Le parent n'a pas nécessairement plus de solutions. L'enfant est pris parfois... Tu sais, une des choses qu'on oublie, c'est que les enfants, ils évoluent beaucoup en une année. Et quand on regarde le taux de médication pour les enfants qui sont nés en juillet, en août et en septembre, ce sont les enfants les plus jeunes de la classe sur le plan biologique. Alors, est-ce que c'est une question d'un manque de maturation d'un point de vue pathologique qui nécessiterait éventuellement le recours à la médication, ou c'est une difficulté de pouvoir arriver à comprendre comment l'enfant fonctionne, quelle est sa disponibilité, et c'est là que rentre éventuellement l'apport d'un neuropsychologue qui mesure le taux de symptômes à la minute ou à la tâche qui est faite, et que parfois on oublie qu'un symptôme, ce n'est qu'un symptôme, et que ça peut s'expliquer de plein de manières différentes. Ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que les enseignantes ont beaucoup de pression. Ils prennent sur eux la réussite des élèves C'est vrai. et ils se font mettre la pression des autres enseignants, bien, peut-être de façon inconsciente, des autres enseignants des années supérieures pour dire quel genre d'enfants que je vais envoyer, qu'est-ce qu'ils vont passer si les enfants de ma classe que j'envoie ne sont pas prêts. Donc, cette pression-là, souvent, de façon inconsciente, ils la projettent sur, justement, les enfants, en voulant mettre on va travailler plus fort, on va faire plus, et sur les parents, mais qu'est-ce que vous faites? Et quand on est bloqué et que ça n'avance plus, il doit y avoir un trouble, il doit y avoir un problème. Donc, on veut des élèves parfaits. On veut être sûr que les élèves qui sont passés dans notre classe en ressortent pour les prochains de la meilleure façon possible, avec le moins de problèmes, pour se dire que finalement, on a fait du bon travail. Moi, j'appelle ça l'ego parental, l'ego enseignant. Tout part beaucoup de là, d'aller se reconnaître. Nous, c'est quoi mes peurs? C'est quoi mes attentes? C'est quoi mes désirs? Et souvent, quand on ne prend pas conscience, bien, on les projette sur nos enfants, sur les élèves, et ça vient tout... ça vient créer des symptômes. Oui. Puis il y a peut-être une mauvaise compréhension aussi parfois de l'enfant. Tu disais tout à l'heure que ah oui, mais c'est normal qu'un enfant bouge, c'est normal qu'un enfant soit turbulent. Tu sais, l'éducation qu'on avait il y a 50, 60 ans où on devait être assis de manière très, très rigide, aujourd'hui, on est dans nos fauteuils, on s'allonge, on se couche, on est sur des futons, on est sur des... Donc les enfants ont moins, par exemple, cette posture qui était plus traditionnelle à l'époque de mes grands-parents. Donc automatiquement, ça se ressent en classe. Mais si j'ai l'impression que ça, c'est un
un indice de trouble, mais probablement qu'en tant qu'enseignant, je vais dire aux parents, je pense que vous devriez aller faire évaluer votre enfant. Il y a un problème. Moi, je vous lance une question à laquelle on va répondre dans quelques secondes après la pause. C'est, apparemment, ça soulage les parents lorsque les enfants ont un diagnostic qui fait qu'ils vont être médicamentés. Réfléchissons. Alors, nous disions donc que ça soulage les parents d'avoir un diagnostic pour leur enfant et de le retrouver médicamenté. Pourquoi? Bien, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que oui, il y a certains parents qui sont très soulagés, mais il y en a d'autres qui sont extrêmement malheureux et qui se sentent terriblement coupables d'ailleurs parce que quand ils vont voir le médecin puis qu'ils sortent avec leur tout petit qui vont devoir médicamenter, ils sont pas contents. Ils le Généralement, sentent. ils sont pas contents. Mais surtout, ça change la personnalité de Oui, l'enfant. tout à fait. Puis les parents s'en rendent compte. Hey, écoute, il y a des enfants là, qui maigrissent, qui mangent plus, qui dorment plus. Il y a des effets secondaires. Là. C'est pas quelque chose de complètement, là, tu sais, on prend du Ritalin, puis ça va, là, pas du tout, pas du tout. Alors, il y a des parents en grande, grande détresse. Bien sûr, on peut dire, bravo, mon fils, et là, je comprends pourquoi il écoute pas, puis c'est pas parce qu'il est tannant, c'est parce que si, c'est parce que c'est bien beau. Ça excuse l'enfant? Est-ce que ça excuse à ce moment-là le comportement de l'enfant? Écoute, et puis non, ça nous parce donne que une ça meilleure crée conscience? Mais oui, Moi, j'ai vu parents. l'inverse. J'ai vu l'inverse que je donnais pas le diagnostic parce que c'était explicable par d'autres choses. Et le parent est venu paniquer à savoir, tout à fait. c'est quoi d'abord? Il y a les deux. Et qui s'est fait médicamenter pareil par le médecin. Je suis d'accord avec toi, mais il y a les deux. Il y a les deux. Il n'y a pas juste un côté, il y a vraiment les deux. Ouais. Puis il y a des enfants qui n'en veulent pas de pilule. Ça aussi, ça existe. Puis ces enfants-là sont extrêmement réfractaires parce qu'ils se pensent fous. Ils se pensent pas corrects. Voilà. Ils se font niaiser par leur frère ou leur sœur. Oui, on sait bien, toi, t'es fou. Ah, c'est vraiment pas le fun, tu sais. Alors, puis ça, c'est sans compter qu'effectivement, quand la médication ne fait pas, il faut retourner voir le médecin. Ça prend combien de temps, tu penses? ajuster. Aïe, aïe, aïe. Puis là, c'est long. Puis là, l'enfant est malade, il est pas bien, il est malheureux. Les parents sont malheureux. Moi, ça m'est arrivé... moi, j'écris des histoires, des contes, mais aussi, je vois la vie comme une histoire, chaque vie comme une histoire. Et quand un jour, j'ai des parents comme ça qui sont extrêmement malheureux parce que leur enfant, ça marche pas, les pilules qu'ils donnent. Puis là, ils savent plus quoi faire. Puis ils croient aux spécialistes. Là, ils ont vu un spécialiste. Et là, un jour, je leur demande... Vous autres, votre enfant, vous autres, êtes-vous allés à l'école longtemps? Nous autres, non, on n'est pas allés à l'école longtemps. Nous autres, on fait tout avec nos mains. Ah oui, qu'est-ce que vous faites? On a bâti notre maison. Nous autres, on est du monde de dehors. J'ai dit comme, ah ouais, puis votre fils, il aime ça. Ouais, moi, mon fils, chez nous, on n'a pas de trouble. Nous autres, il construit des cabanes, il fait plein d'affaires. C'est bien, bien le fun. Fait qu'il n'a pas de misère avec lui, sa concentration. C'est quelque chose de majeur qu'on ne sait pas toujours. Tu sais, quand on fait un test neuropsychologique, le test est peut-être valide d'un point de vue scientifique quand on l'a créé. Mais ce sont des universitaires qui ont l'habitude d'être sur une table avec un crayon, avec un morceau de papier, poser des questions aux enfants et on évalue l'enfant dans un domaine ou dans un lieu bien déterminé. Et en fonction de la réactivité de l'enfant, il va y avoir un certain nombre de symptômes émergents et il pourrait y avoir éventuellement un diagnostic neuropsychologique qui est mis, mais qui ne tient pas compte de l'environnement dans lequel l'enfant peut vivre au quotidien. Ça serait une erreur de l'évaluateur. Mais au-delà de ça, il n'y a aucun test neuropsychologique de prise sanguine, quoi que ce soit, qui va nous dire, ah oui, cet enfant-là a un trouble ou pas. C'est vraiment une... Mais moi, ce que j'avais demandé à ces parents-là, par exemple, c'était, vous autres, là, vous êtes du monde de dehors, comme vous dites, OK? Vous aimez ça. On pourrait dire que vous êtes des spécialistes du dehors. Est-ce que si on vous disait, un spécialiste vous disait, non, vous n'avez pas à aimer être dehors puis à faire de la chasse, est-ce que vous le croiriez? Parce que vous devez être en dedans, assis, en train de faire telle chose. Voilà. Ils m'ont dit, ben non.
Alors, vous ne vous sentez pas coupable de décider que votre fils, vous ne voulez plus lui donner de la médication, mais on peut faire autre chose. C'est le autre chose, moi, qui... On est tout le temps dans des spécialistes qui nous disent quelque chose, qui nous disent, mais voyons donc, Mais pour revenir on pourrait être dans du concret. C'est ce que je t'écoutais tantôt, puis je me disais, c'est plate parce que ton histoire te faisait tourner en rond et t'amenait à vivre de l'impuissance. C'est que dans notre formation, on est amené à être spécialiste justement des fonctions cognitives, d'évaluer les fonctions, de faire un bilan global, d'aller trouver le trouble, hein, au lieu d'aller comprendre, au lieu d'aller voir plus large, plus globalement pour savoir... oui, peut-être qu'est-ce qui bloque cette maturation-là, qu'est-ce qui bloque cet élan de vie-là. Oui. Mais en même temps, l'enfant, il a une souffrance. Donc, quand le parent recherche un diagnostic, c'est plutôt, puis moi, c'est ma première question que je demande, qu'est-ce que ça va changer de savoir s'il a un TDAH ou pas? Mais enfin, je vais comprendre qu'est-ce qui se passe. OK, donc vous voulez comprendre. Et la deuxième chose, je veux savoir comment aider. OK, mais ça, on n'a pas besoin de diagnostic pour ça. Voilà. Ben non, c'est ça, on n'a pas besoin. Puis si on vient pour poser le diagnostic, par exemple, parce que l'enfant, il va répondre à tous les critères diagnostiques, finalement, on a des œillères, hein, dans ce temps-là. Hein, l'enfant répond aux critères diagnostiques, il y a des déficits importants au test d'attention, mais si on ne regarde pas qu'est-ce qui se passe autour, puis on vient poser un diagnostic psychologique de TDAH, par exemple, l'enfant va se voir médicamenté, ça, c'est possible, ou bien il va avoir des interventions, des fois, qui vont être vraiment dirigées vers les symptômes. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu nommes la souffrance. Eh bien là, c'est qu'on vient fermer les yeux sur la réelle souffrance qui amène l'enfant à se comporter comme il le fait en ce moment. Alors, c'est un danger vraiment important. Et on se coupe de ressources formidables, c'est-à-dire comment ils sont faits, ces enfants-là, c'est quoi leurs ressources, comment on peut les aider à être eux-mêmes. Parce que la souffrance, en fait, elle est où? Elle est de ne pas coïncider à ce qu'on attend de lui dans un milieu déterminé, qui est en l'occurrence l'école. Il y a quand même des enfants qui souffrent pour de vrai, même sans ça. Il y a quand même des enfants qui vivent des choses comme de l'anxiété, comme des deuils importants, par exemple, un sentiment d'être incompris qui n'est pas juste relié à ça. C'est pas, on va dire, l'enfant, c'est normal, c'est un enfant. Mais il y a des enfants qui souffrent pour vrai quand même. Donc, c'est important de porter attention à ça. Mais quand on souffre d'anxiété, c'est de ne pas être à la bonne place, peut-être, et qu'il n'est pas bien dans ce milieu-là. Ou, ça peut, oui, bien ça sûr, peut être peut-être des problèmes personnels aussi de famille. Mais... Bien, il y a quand même le développement affectif de l'enfant aussi, où des fois, on va rencontrer un enfant de 8 ans, par exemple, qui va avoir des enjeux affectifs, qui est de l'âge d'un enfant qui en a 2, qui a 2 ans. Donc, l'enfant de 8 ans se retrouve dans le milieu scolaire à essayer de se comporter comme on s'attend d'un enfant de 8 ans, mais lui, il a encore besoin de beaucoup de sécurité. Pour lui, c'est pas acquis pour lui, ce sentiment de sécurité-là, par exemple. Donc, il se retrouve sur la chaise à l'école à 8 ans, dans un développement optimal. Un enfant est quand même capable de trouver son compte sur une chaise dans une salle de classe. Mais si on a un enfant qui a un retard de développement affectif, par exemple, mais ça devient extrêmement laborieux. Et de plus en plus d'enfants arrivent en milieu scolaire avec des blocages et des retards affectifs. Donc, et en fait, il faut comprendre ça comme étant... souvent, on va voir l'être humain de manière assez linéaire. Or, oui, il y a des aspects qui sont linéaires. Il y a des jeux, la plupart de certains enjeux se jouent avant 2 ans, puis avant 4 ans, puis avant 7 ans, et ainsi de suite. Sauf que quand un enfant n'a pas complété certains enjeux en termes de développement affectif, à l'âge d'1 an et demi, à l'âge de 2 ans, à l'âge de 5 ans, il va tout faire pour pouvoir retourner comportementalement dans ces espaces-là pour se reconstruire. Donc, si on ne prend pas la peine de comprendre l'enfant, l'histoire de l'enfant, on risque peut-être de se considérer l'enfant juste comme ayant 8 ans, alors qu'il est en train de régler un problème d'opposition. Enfin, on va dire qu'il est opposant, par exemple, alors qu'il est en train de s'affirmer. Mais comme c'est tout croche, comme c'est dans un lieu auquel on ne s'attend pas à ce qu'il s'affirme, on va dire qu'il a un trouble de l'opposition. Ou c'est un enfant qui est juste pas bien dans son corps parce qu'il n'a pas bien mangé, ou qu'il n'a pas mangé
manger du tout, ou que papa et maman se disputent tous les jours le soir, ou bien que le professeur, parfois, il a l'impression, le professeur est peut-être parfait, mais l'enfant a l'impression que le professeur ne l'aime pas. Voilà. Donc, il est pris par ses émotions et il réagit avec les moyens du bord. Et parfois, d'attirer l'attention de manière négative, c'est plus efficace pour avoir un minimum d'attention, où l'enfant est juste pas bien dans son corps, il a juste envie de sortir, il a envie de sortir, même peut-être de crier qu'il va pas bien, mais il sait pas comment dire, il n'a pas encore les mots pour pouvoir le dire. Donc, si nous, l'adulte, on peut prendre le temps d'essayer de comprendre cette souffrance-là, le diagnostic ne nous aidera peut-être pas. Je trouve que c'est tout à fait juste ce que tu dis, sauf que c'est beaucoup demandé à un professeur de 30 élèves de voir aux besoins émotionnels, affectifs de chacun. Ouais. C'est quelque chose. C'est exactement là où je m'en allais, Danielle, parce que je me disais, bien sûr, ils ont tant d'enfants, hein, c'est quand même nombreux dans les classes et c'est de plus en plus. J'imagine que oui, quand il y a des choses qui dérangent, il faut trouver une solution et on a peut-être moins le temps de s'occuper de chacun des cas. Oui, mais en même temps, j'ai été enseignant pendant quelques années et je suis certain qu'en prenant le temps, on va faire une pause, mais on va revenir sur ce sujet-là parce qu'il est vraiment, pour moi, fondamental pour notre société d'aujourd'hui. Donc, un grand nombre d'élèves dans une classe, peut-être pas les ressources nécessaires pour que chacun soit pris individuellement, le professeur qui essaie de gérer sa classe, qui n'y arrive pas. Bon, la médication est peut-être bien pratique pour avoir une ambiance un peu plus calme, pour pouvoir faire mieux son travail, ce qu'on exige du professeur, etc. Mais l'enfant, qu'est-ce qu'on en fait de cet enfant? Mais tu sais, au début de ma carrière comme enseignant ou dans le primaire, j'enseignais en 5e année primaire. Et puis, au début de l'année, avant de recevoir les élèves, ma directrice était passée avec moi à travers la liste de mes futurs élèves. Puis on m'a dit, entre autres, Christophe, lui, c'est un chien fou. Donc, tu le casses. Wow. Ça, c'était la consigne de ma direction. C'est ma première année d'enseignement comme titulaire. Donc, heureusement, j'avais 8 ans d'expérience de camp d'été. D'accord? Ce qui fait que des enfants un peu tannants, j'en avais vu d'autres. Et le brave Christophe, puis c'est son vrai prénom, parce que Christophe aime que je parle de son histoire. Le Christophe, en fait, qui aujourd'hui... Il est grand maintenant. Il a 40 ans, d'accord? Christophe, en fait, c'est un enfant qui, oui, avait de la difficulté à pouvoir rester longtemps assis à sa place. Et ce que j'ai remarqué, à un moment donné, c'est qu'il avait un graphisme, d'accord, qui était extraordinaire pour un enfant de 11 ans. Et donc, j'ai passé un pacte avec lui. J'ai dit, écoute, 2 choses. Quand tu n'en peux plus d'être assis, tu me fais signe, tu vas faire 3 fois le tour de la cour de récréation, et quand tu as terminé ton travail, tu dessines. Et on a utilisé un mur de la classe qui s'est progressivement, au fur et à mesure de l'année, tapissé de tous ses dessins. Il avait un graphisme extraordinaire. Et en fait, c'est un enfant qui n'a jamais bronché dans ma classe. Pourquoi? Parce qu'il était vu, entendu et reconnu. Voilà. Donc, c'est un enfant qui était à la recherche parce que papa est pas suffisamment présent dans la vie de ce garçon-là. Il est en recherche de lui-même, il est en recherche d'identité, il est en recherche d'approbation de l'environnement et n'étant pas capable de mettre des mots. Aujourd'hui, il peut le faire à 40 ans, mais à l'époque, il n'était pas capable de pouvoir le faire. Donc, il allait réagir avec les moyens du bord. Et c'est ça, cette souffrance dont on essaie de parler. C'est que si, à cette époque-là, le TDAH et la médication avaient été aussi répandus qu'aujourd'hui, probablement que c'est un enfant qui aurait été médicamenté avant même de rentrer dans ma classe
efficace. Mais Tout à fait. attention, c'est que maintenant, on règle tout avec la médication. Et c'est une mauvaise Et voilà. compréhension. Et en même temps, ça parle de... C'est ce que tu disais tout à l'heure, Daniel, les professeurs n'en peuvent plus, les professeurs sont dépassés. Il y a une exigence en termes d'efficacité cognitive auquel on s'attend. Il y a des examens du ministère. Écoute, on vient de sortir de la crise sanitaire dans laquelle on a arrêté de faire des examens du ministère. Ça a été une des choses les plus intéressantes qu'on a faites ces dernières années. D'accord? Parce qu'on a diminué la pression sur les épaules des professeurs, sur les épaules des enfants, sur les épaules des parents. Et on a juste essayé de ramener les essentiels qui devaient être faits. Ça ne veut pas dire que tous les enfants ont vécu la crise de manière adéquate, loin de là. Mais ce que je veux dire, c'est que les examens du ministère, qui devraient normalement être une manière d'évaluer, d'avoir une prise de mesure très utile, deviennent tellement importants que finalement, ça prend trop de place. Et quand, en fin d'année, il y a 2, 3, 4 enfants qui sont en échec, si la direction de l'école demande au professeur: tu as des échecs, qu'est-ce que tu as fait, toi, avec ces enfants-là? Professeur, c'est pas facile. Il veut que ses élèves réussissent parce que sinon, on ne ferait pas le métier de professeur. Il veut être félicité lui aussi. Il a besoin d'être vu, entendu, reconnu par sa direction. Quand on a cette lunette-là de troubles, de difficultés, souvent, ce qu'on entend, j'ai besoin de plus de ressources, il manque de psychologue, il manque d'orthopédagogue, il manque de je veux une aide dans la classe. Mais là, on reste dans cette vision-là de troubles et d'aide, de mettre un plaster sur le bobo, alors que c'est avec l'exemple que tu donnes. Toi, tu as mis ton agenda de côté de je dois enseigner à cet élève-là pour aller le reconnaître, pour prendre du temps, créer une relation. C'est ça le cœur, c'est la relation. Créer une relation, mais aller chercher en l'enfant ce qui lui convient, lui, pour être capable de garder l'attention ou d'entendre, parce que c'est pas tout le monde qui a besoin d'être assis sans bouger pour entendre et comprendre. On peut très bien sûrement dessiner, faire quelque chose tout en entendant très bien ce qui se passe, non? On a chacun peut-être des façons différentes de fonctionner pour arriver à nos fins. Oui. Alors... Oui, puis tu sais, quand tu disais dessiner, ça va certainement t'intéresser ce que je veux dire, Daniel, c'est que quand un enfant est en train de dessiner, on va plus voir les adolescents qui vont souvent dessiner sur le côté, qui vont crayonner, tout ça. Quand on utilise les doigts, les récepteurs sensoriels, ça calme l'angoisse, ça calme le stress. Donc, le professeur, il va mettre du stress. C'est normal, on a besoin de stress pour être intéressé et étudier, mais parfois, il y a trop de stress, il y a trop de stresseurs dans la vie des enfants, et le fait de crayonner, par exemple, ou de jouer avec une efface ou quelque chose comme ça va venir calmer les enfants. Puis c'est là que je viens avec ce que toi tu fais et tous tes intérêts sur le sens, les sens corporels qui sont importants pour les enfants. Oui. Oui, mais moi, je pense que c'est essentiel, mais c'est quelque chose qu'on a vraiment... C'est un outil inutilisé. C'est triste, hein? Parce qu'on a 5 sens, mais en fait, on pourrait en avoir 125 parce que quand on les coordonne ensemble, on change de sens. Alors qu'à l'école, le linéaire nous apprend à rester tranquille, à toujours... Il y a une chose qui m'intéresse beaucoup, que tu as déjà dite, Joël, que je te rappelle. Tu parlais de ta propre histoire. Et dans ton histoire, tu me disais, moi, si on m'assoyait puis qu'on me faisait écouter apprendre le mandarin, pas sûr que ça me tenterait. Ça se peut que je bougerais beaucoup, puis ça se peut que je m'ennuierais, puis ça se peut que... Et parce que j'ai aucun intérêt, j'ai pas une femme chinoise, ça me tente pas d'aller en Chine. J'ai pas adopté d'enfants chinois. J'ai pas de petits-enfants. J'ai pas de motivation intrinsèque. Alors, pourquoi ça serait long et plat, puis parce que c'est pas mon intérêt. Alors, je peux comprendre qu'à l'école, il y a des enfants que c'est pas leur intérêt, mais ça s'apprend, c'est des techniques où on peut faire en sorte que la motivation puisse y être, même dans des histoires bien plates. On peut changer les façons de voir. On parle de motivation intrinsèque, justement, c'est que dans les écoles ou même dans plusieurs maisons aussi, on amène des motivations tellement extrinsèques à l'enfant. Donc, de bien se comporter pour avoir une récompense ou bien pour éviter une conséquence. C'est énormément présent avec les systèmes d'émulation. Je parle à de nombreux parents qui sont coincés dans des systèmes de privilèges et de perte de privilèges aussi, puis sans nécessairement se rendre compte que cette solution-là qu'ils ont trouvée à un moment donné est devenue le problème ou bien il y a un facteur important du maintien de la problématique. Y compris chez les enfants sages, parce que les enfants sages ont tellement peur qu'on leur enlève leurs privilèges que parfois ils figent et qu'à un moment donné,
regardez, quand on fige, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on part dans la lune parce que ça devient ingérable en dedans. Ah, TDA. On parlait tantôt de l'hyperactif, maintenant on a un déficit d'attention. Donc, il y a une perte de compréhension. Mais vous ne pensez pas que l'enfant est très insécure parce que lui, il a peur. Quand il se dit qu'il va être malade, c'est à cause de ça. Il trouve une cause. Les grands trouvent une cause. Ils disent, ça doit être ça. Moi, j'en ai tellement connu des enfants qui avaient eu des diagnostics qui ont été défaits pas longtemps après. Mais les enfants les ont cru. Ils ont dit, c'est ça que j'ai. Ça doit être ça. Il n'était pas en train de trouver des solutions à partir de ses propres ressources personnelles. Il était en train... Alors, c'est ça que je trouve triste. Et si l'enfant se sent diminué parce que, justement, on lui a accolé un diagnostic et il est maintenant ça, donc il va devoir prendre ça, et ça doit être extrêmement troublant pour l'enfant. Est-ce que ça ne l'empêche pas, peut-être, d'être pleinement lui-même ou d'être naturel ou de croire qu'il peut fonctionner normalement avec ses amis ou dans son milieu? Ça doit être un constat assez terrible pour un enfant. Puis si jeune, à part ça, déjà de se faire étiqueter, bon voilà, toi t'es ça, donc c'est comme ça, donc ça veut dire ça, tu prends des médicaments, tu peux pas faire ci, tu peux pas être comme ça, puis reste. Il y avait déjà une limite à là où il pouvait se rendre. Oui. Puis on se rend pas compte, les étiquettes qu'on met, là, on parle de diagnostic, mais à tous les jours, on en met, même sans s'en rendre compte, on met des étiquettes à nos enfants. Elle est gênée. Elle est gênée. Lui, c'est un tannant. Donc, à force d'entendre ça, l'enfant va s'associe au diagnostic. En fait, ça devient sa définition. Exact. Moi, je suis TDAH, donc je ne veux pas abandonner mon diagnostic. Ça définit qui je suis. Exact. Puis il est très insécure à arrêter les médicaments aussi, parce qu'on lui a tellement dit, on lui a rentré dans le crâne qu'il fallait qu'il prenne ça parce que pour son bien, pour le bien de tout le monde, pour sa réussite personnelle. Mais il y a peut-être un fait aussi que j'aimerais ressouligner. Je pense que c'est une de tes anciennes étudiantes, une femme avec qui tu as travaillé, Diane Dulude, qui... une collègue, qui a écrit un essai assez formidable sur le TDA. Vous connaissez? Oui. Et qui dit qu'après 2 ans de prise de médicaments pour des gens qui en ont réellement besoin, par exemple, eh bien, le chemin neurologique est fait. Ils ont pu, pendant ce temps-là, avoir des réussites, avoir confiance en eux, qui sont capables de commencer quelque chose et de le terminer. Et après 2 ans, le chemin est créé. Alors, on n'a plus besoin de la médication. Et c'est quelque chose qui n'est pas encore dit. Ça devrait être dit parce que ça, c'est rassurant, par exemple. Tu dis, OK, je prends ça, je me suis cassé une jambe, je prends une béquille, je suis encore capable de marcher, je peux faire des choses. Puis à un moment donné, mes os sont placés, tout va très bien, je boite même plus, ma vie, et c'est réglé. Alors, le but, c'est pas de dire non, la médication, c'est mauvais. Non, c'est de le voir, OK, je mets un plaster sur le bobo, j'en ai besoin actuellement. Tout à fait. Mais en attendant, je reste vigilant. OK, qu'est-ce qui crée? Ça vient d'où, ça? Comment je peux aller relancer les maturations? Exactement. C'est là qu'on pourrait revoir quand même quels seront les critères pour la médication. Parce que moi, dans ma pratique, si j'accompagne un client à aller de l'avant vers ça, bien, la problématique, elle est très grave. Là, à ce moment-ci, on est vraiment dans une situation d'urgence. Moi, j'aimerais qu'on revienne dans quelques minutes au fait que, déjà, on sait que les garçons ne sont pas toujours à la bonne place à l'école, mais ils sont quand même là dans les mêmes circonstances, dans le même modèle d'éducation. Qu'est-ce qu'on attend? On en parle après. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est déjà le garçon, on sait déjà que le garçon n'est pas nécessairement à sa place, en classe, assis, être sage pendant plusieurs heures. Ça peut-être me corriger, mais est-ce qu'il y a plus de garçons que de filles qui sont diagnostiqués de quelconque façon? Est-ce qu'il y a des statistiques sur ça? Est-ce que c'est plus garçons que filles?
Oui, il y a plus de garçons pas que mal de ça. filles qui ont des diagnostics de TDAH. Mais là, ce qui se valorise là, quand même, ce qu'on peut observer, c'est qu'on va venir parler des particularités du TDAH chez la fille aussi. Donc, pour être sûr de ne pas manquer les filles qui, elles aussi, ont leur diagnostic de TDAH. Donc là, ça devient quand même... On reste pris encore dans notre problème. Dans le diagnostic, on reste pris Mais là-dedans. Oui. si on utilisait les psychologues scolaires comme étant des personnes qui vont prendre le temps d'observer l'enfant, mais pas juste dans la classe, juste essayer de décoder le comportement de l'enfant, remettre les éducatrices spécialisées, non pas dans un rôle de punition, mais dans un rôle de soutien affectif, et de rendre le pouvoir aux enseignants pour qu'ils puissent arriver à comprendre les cocos et les cocottes de leur classe. On ne serait pas dans une meilleure solution? Bien sûr. Bien, moi, c'est un constat que j'avais fait beaucoup dans le milieu scolaire. Puis c'est sûr qu'en arrivé dans le milieu scolaire comme neuropsychologue, bien là, les gens sont contents de recevoir un neuropsy dans leur école. Et moi aussi, il faut dire quand même que quand je suis arrivée dans le milieu scolaire, ça fait déjà 11 ans, j'étais fière d'être cette évaluatrice-là aussi parce que je pensais que j'allais pouvoir aider comme ça. Et On se je me définit suis aussi prêtée. dans notre Oui, rôle. aussi, exactement. J'en professionnel. étais vraiment très fière. Et là, je faisais des évaluations, il y avait un bon roulement, ça allait bien. Puis c'est des constats que j'ai fait un peu comme toi, où je voyais que le taux de diagnostic, c'est pas juste moi qui les émettais non plus, les diagnostics psychologiques, hein, si c'était pas moi, il arrivait d'ailleurs aussi. Mais là, de voir à quel point le taux il était immensément élevé de diagnostic et le taux de prise de médication. Et là, moi, dans mon parcours, je me suis mis à penser que j'allais pouvoir changer le monde, finalement, en continuant à faire de plus en plus d'évaluations neuropsychologiques pour amener les gens à voir plus grand sur ce qui se passe chez l'enfant. Et là, à un moment donné, je me suis rendu compte que malgré le plus grand doigté que je prenais pour rédiger mon rapport d'évaluation neuropsychologique, soit que le rapport il était remisé au classeur, inutilisé et parfois même portait préjudice, parce que parfois le rapport, une fois remis au médecin, même s'il indiquait qu'il n'y avait pas lieu de poser de diagnostic, l'enfant revenait avec la médication parce que maintenant que le rapport était disponible, comme on disait tout à l'heure, on était la porte d'entrée. On est la porte d'entrée pour la médication, donc le rapport en main, il pouvait avoir la médication. Ou aussi, s'il y avait un diagnostic ou s'il n'y en avait pas, bien là, malgré un grand rapport qui fait état de plusieurs variables pour l'enfant, plusieurs recommandations personnalisées, soit que des fois, on va se dire, bon, il n'y a pas de diagnostic, qu'est-ce qu'on peut bien faire? On remise le rapport. Ou bien, il y a un diagnostic, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On ne peut rien faire de plus que ça. Juste par rapport au rôle du psychologue, neuropsychologue dans les écoles, on est beaucoup vus comme des évaluateurs. Tout à fait. Parce, parce que le rôle d'aide est vraiment vu au niveau de la TES, psychoéducatrice. Donc, nous, moi, j'ai essayé de faire des groupes, j'ai essayé d'aller dans les classes. J'avais une école assez ouverte pour ça. Mais rapidement, bien, Kayla, on aurait besoin que tu fasses ces évaluations. On a déjà quelqu'un d'autre pour faire ça. Ce que tu veux faire. Donc, c'est là de se redéfinir, d'aller ouvrir des portes. Moi, malheureusement, pour poursuivre ma mission, comme je l'entendais, j'ai sorti du milieu public pour aller continuer au privé. Mais effectivement, il reste cette... Et qu'est-ce que ça change pour toi d'être dans le privé plutôt que d'être dans le public, dans un CRDP ou dans une école? Parce que je pense que tu travailles encore dans le public. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? C'est sûr que ça a ouvert à une plus grande liberté d'approche. C'est-à-dire que j'ai pu vraiment prendre le temps avec le client d'aller l'amener plus globalement et non pas juste sur le diagnostic. Moi, actuellement, je ne fais juste plus d'évaluation diagnostique. Je ne travaille plus comme ça. Je travaille plus dans l'accompagnement du parent à comprendre son enfant au-delà des symptômes, au-delà des diagnostics, puis d'aller voir, OK, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui empêche votre enfant d'atteindre... On parlait on parlait de maturation. Les enfants arrivent, ils seraient supposés d'être... Moi, j'aime bien l'image de l'arbre. Ils seraient supposés d'arriver à l'école avec un arbre plein de fruits, les fruits de la maturation, mais il y en a plein qui arrivent encore tout frais, avec une petite pousse. C'est pas un problème, c'est juste qu'ils sont pas encore... Ils n'ont pas atteint la maturation. C'est juste deux états différents. Donc, nous, à l'école, bien là, il est supposé être comme ça. On va y peinturer des fruits. On va tirer. Mais qu'est-ce que ça fait? Ils sont supposés Ça, c'est être comme intéressant. ça. À ce stade-ci, dans la classe, c'est supposé être comme ça. On leur demande, mais il y a un rythme. Tous les enfants n'ont pas le même rythme d'évolution, le même rythme de maturation. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin d'aide. Il y a quand même, on va respecter le rythme des enfants, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont... Souvent, il y a des blocages qui fait que Oui. quand ils ne sont pas arrivés là,
Des fois, il y a l'hypersensibilité pour différentes raisons qui fait que c'est plus long. Mais des fois, il y a des blocages qui fait que si on a une approche plus globale et non pas centrée sur des symptômes, on peut voir, oh, qu'est-ce qui manque à cet enfant-là pour venir libérer. Et comment trouve-t-on ce qui manque à cet enfant pour devenir pleinement épanoui selon son âge et selon ce qu'on demande de lui à ce stade-ci de la vie? Le regarder autrement, avec des ressources. Alors, avec ses propres ressources, c'est-à-dire qu'il arrive avec ce qu'il est. Et Joël, l'autre jour, on avait une discussion et il me faisait remarquer que, par exemple, un enfant qui arrive et qui touche à tout, qui regarde tout, puis qui bouge tout le temps, bien, au niveau neurologique, ça le sécurise de toucher. Alors que sa mère va dire, tu le vois, là, regarde, ça n'a pas d'allure, hein, comment il est. Alors que ça, moi, en regardant ça, je me disais, cet enfant-là, quand il voit tout, c'est extraordinaire, il voit tout, cet enfant-là, tout d'un coup, tu sais. Alors, j'ai fait fermer les yeux, puis je dis, regarde, dis-moi ce que tu as vu, décris-moi le décor. Mais pour arriver à voir autrement, ça prend des connaissances. Il faut partager aussi ce qu'on connaît sur le développement de l'enfant, le développement du cerveau. Il faut partager une certaine base de connaissances pour arriver à changer. Juste en changeant de lunettes, on change notre approche. Est-ce que les professeurs sont armés pour ça? Sont outillés, pas armés, pardon. Sont outillés. C'est là qu'ils ont besoin, des fois, de notre expertise. Puis comme Kayla disait, si elle voulait venir plus en intervention, bien là, on lui disait, on a d'autres personnes pour ça. Toi, tu dois évaluer. Mais c'est nous, les personnes qui sommes les mieux placées pour protéger, promouvoir le développement neuroaffectif des enfants, comme j'aime le nommer aussi. Donc, en ce moment, c'est pour ça que moi aussi, j'amène une pratique privée. Je développe ma pratique, une pratique privée dans laquelle c'est ça que je vais faire, que je vais promouvoir, prévenir, savoir intervenir aussi au-delà des diagnostics. Mais c'est triste d'être obligé de sortir de l'institution pour pouvoir agir globalement et localement. Mais en même temps, quand tu dis nous sommes, tu sais, là, j'imagine que tu parles de psychologues, neuropsychologues. Moi, je dirais que la majorité ont une approche standardisée avec des œillères comportementales. Mais à un moment donné, avec la pratique, parce que comme on disait tout à l'heure, on n'a pas nécessairement commencé la pratique telle qu'on l'a fait aujourd'hui, mais on peut savoir qu'est-ce qui se passe avant même de sortir l'artillerie de tests psychométriques aussi, puis on devient les mieux placés pour savoir comment faire pour éviter d'atterrir dans notre bureau, éviter de se retrouver avec un diagnostic sur papier. Et moi, je pense qu'il est important, c'est de redonner le pouvoir aux enseignants, le pouvoir aux parents, puis d'aller voir que ce pouvoir-là, cette puissance-là, c'est dans la relation. Et ça, c'est pas le psychologue, le neuropsychologue qui va le donner. Ça va être celui qui est au jour le jour avec l'enfant. Donc, oui, de changer de lunettes, c'est une première étape. Après, comment je vais me relier, comment je vais approfondir mon attachement avec cette personne. C'est là qu'ils vont aller te solliciter, toi, mais d'une autre façon que par les tests neuropsychologiques. Et si on se dit que dans le milieu scolaire, quand même, les évaluations dans le milieu scolaire, de façon générale, je pense qu'elles sont assez... il y a beaucoup de temps qui est mis là-dessus comparativement aux évaluations qui sont faites au privé, hein, quand même. Là, dans le milieu scolaire, un psychologue scolaire met en moyenne peut-être... presque 2 fois plus de temps sur une évaluation. Fait qu'il a quand même vu beaucoup de choses. Mais ce temps-là qui est mis pour l'évaluation, si on mettait un 15-20 heures d'évaluation, c'est à la place, on l'utilisait pour que le psychologue il vienne outiller les enseignants, les épauler, les supporter, hein, les voir, Isabelle, les enfants, ça questionne toute la formation des psys. Parce que la formation actuelle, ce que je constate, moi, là, j'en viens pas, je me dis, hey, mais c'est pire que pire. Plus ça va, plus on formate les gens pour dire, voici, vous allez faire des diagnostics. Moi, je me faisais taper sur les doigts parce que j'étais formée comme neuropsychologue. Je me faisais taper sur les doigts parce que je voulais apprendre le côté affectif. Je voulais apprendre, je dis, non, Kayla, reviens, spécialise-toi, c'est important. Quelque part... Quand on parle du développement de l'enfant, quand on parle d'arriver à le comprendre, vous faites toutes les trois de la clinique, comme moi j'en ai fait pendant très longtemps aussi, le nombre de fois que des parents m'ont dit « c'est pas juste, c'est pas juste ». Qu'est-ce qui est pas juste? T'as pas le vrai enfant. Je suis pas le vrai enfant. Le vrai enfant, il est comment? Le vrai enfant, il est à l'école, il est à la maison et il est terrible. Ah oui, et dans ton bureau, toi, il bouge pas, il est joyeux, il répond aux questions, il est avenant, il est doux. Oui, mais qu'est-ce qui change entre l'école, la maison et mon bureau?
Moi, je dirais peut-être qu'est-ce qui change dans le comportement, peut-être, Exact. de la Mais en fait, personne non, avec qui. mais c'est ça, exactement. avec Et qui j'amène il est. le parent à prendre conscience que c'est parce que je suis dans le lien avec l'enfant. Et que quand l'enfant, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, ça rejoint aussi vos grandes aspirations, c'est que quand on est dans le lien, l'enfant relâche la pression et En là, sécurité. il collabore. Mais si on ne crée pas un lien au départ, on va en créer des symptômes. Alors, j'aimerais bien qu'on aille sur le chemin de la globalité, de quelque chose de plus holistique qui permettrait de peut-être mieux intervenir auprès de nos enfants. Donc, moi, j'aimerais bien parler de la façon plus globale de voir les choses quand on parle de l'enfant. Un enfant qui est dérangé, qui ne se comporte pas comme on le désirerait, on le disait tout à l'heure, il y a toutes sortes d'autres raisons autour de ça. Donc, si on tricote dans ce sens-là, on va dans une perspective plus holistique. Qu'est-ce que ça veut dire, holistique? C'est-à-dire qu'on va chercher on va de façon plus globale. Donc, est-ce que l'alimentation, le sommeil, mais ça, c'est dérangeant de parler de ça, je crois, hein? Oui, moi, en fait, c'est le pourquoi que j'ai sorti du milieu public, parce que j'ai développé mon approche que j'appelle aussi holistique, plus globale, c'est-à-dire de voir l'enfant comme un tout, qui interagit avec... Donc, oui, Pas juste dans l'école, à l'école, non, sur sa exact. chaîne. Parce que nous, moi, je fais l'image avec un iceberg. La pointe de l'iceberg, là, c'est tout ce qu'on voit. Les symptômes, les comportements diagnostiques. Là, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Il y a tout le côté, le développement neurologique, affectif. La vie familiale aussi. Bien, ça, pour moi, c'est contexte. l'environnement, mais tu sais, là, il y a tout comment le corps interagit au niveau même de sa flore intestinale. Là, on entend de plus en plus parler de l'axe intestin-cerveau, mais tout ça est relié à l'environnement. Donc, comme tu as nommé l'alimentation, le sommeil, tout ça. Donc, pour moi, bon, et oui, la génétique, moi, j'aime plutôt parler d'épigénétique, du rôle de l'environnement sur notre génétique. Donc, c'est ça pour moi, la globalité. Par contre, là, il faut faire attention parce quand on devient large, des fois, ça nous fait sortir un peu de notre... selon comment on était... Spécialité. Oui, de notre spécialisation qu'on a eue à l'université. Donc, il y en a qui aiment moins ça, qui disent que on ne devrait pas toucher à ça. Mais pourquoi, mais pourquoi ça... Ce sont des chasses en gardées quoi ça universitaires. dérange? C'est des chasses gardées à l'université. Tu as la psychanalyse, je sais pas, avant, c'était comme ça. En tout cas, il y a toutes sortes il y a les humanistes, existentialistes, comportementales, etc. Et ça, c'est toutes ils ne se parlent pas. Il y a un étage... C'est en silo. C'est tout en silo. Et nous, comme étudiants, on doit apprendre toutes ces À intégrer tout ça ensemble. Pardon? À tout intégrer ça ensemble. Oui, mais on est toujours avec des gens qui croient fermement qu'ils ont la vérité. Ouais. Les psychanalystes, ils savent tout. Ensuite, les comportementalistes, et eux autres, ils disent que les psychanalystes n'ont pas d'allure. Toi, tu es un étudiant, tu apprends, puis tu te dis, OK, lui, Choisis ta voie. il dédie, lui. Il faut choisir une voie ou l'autre. Écoute, ça n'a pas de sens. Puis en plus, écoute, une autre affaire bien grave que je n'en reviens pas en 2022, que c'est encore comme ça. Eh bien, il y a, mettons, 500 personnes qui s'inscrivent. Bon, alors, ils vont en prendre 50. Correct. 50 qui vont faire un bac de 3 ans. Puis après 5 ans, là, c'est des chiffres absolument farfelus que je donne là. Eh bien, au bout de 3 ans, là, on s'en va aux études supérieures. Attention, qui va réussir? Alors, donc, ils vont en prendre 12. Non, j'exagère, là. Mais c'est très peu. Alors, donc, pendant 3 ans, les gens avec qui on étudie l'humain, entre nous, on se regarde pas, on est en compétition. La formation qui est tellement faite en silo, Oui. dans un contexte d'hyper-compétitivité pour Incroyable. pouvoir décrocher le Graal, c'est-à-dire la possibilité d'aller faire son doctorat, qui est obligatoire pour devenir psychologue Voilà. aujourd'hui, fait en sorte qu'il y a un clash complet entre ce qu'on attend de l'être humain en relation avec des patients ou des clients, créer des relations, évaluer, regarder le côté holistique des gens, et la Observer. réalité
qualité de l'observation, où on est formaté. Tu sais, quelque part, quand on parle de croisée de chemin, c'est le danger du réductionnisme. Et je crois qu'un des gros problèmes, on pourrait faire une émission complète sur la santé d'un point de vue physique, le monde médical, mais c'est qu'on a tellement segmenté l'être humain en petits silos à cause de la manière dont les universités sont orchestrées, qu'on oublie le côté intégratif des choses. Et le problème, c'est que parfois, les ordres professionnels, comme il y a peu d'études sur le côté intégratif, ils ont peur quand il y a des personnes qui explorent, parce qu'il y a deux choses. La première, c'est est-ce qu'il y a ou non des validités scientifiques? Et deuxièmement, est-ce que ça représente ou non un danger pour le public, ce qui est un peu le rôle de l'ordre, de vérifier qu'on limite. Mais parfois, il y a un manque de connaissances. Ou même, par exemple, on m'a déjà reproché, le syndic m'a reproché, d'avoir utilisé un article dûment publié qui faisait le lien entre l'émotion et la capacité du système immunitaire de réagir s'il y a un virus qui est là. Et je cite, j'explique, une étude qui est dûment publiée. On a mesuré le taux d'une molécule dans la bouche. Puis la syndic me dit, vous ne pouvez pas parler de ça. Pourquoi? Parce que je vous dis que vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas. Mais pourquoi? C'est scientifique. Donc, même, il y a tout un requestionnement, je pense, au niveau de la définition. C'est quoi la protection ou la non-protection du public? Et quelles sont aussi peut-être les visées de certaines personnes? C'est combien de psychologues rêvent du pouvoir prescriptif, rêvent du pouvoir de prescrire un médicament? Parce que, on est important quand on prescrit des médicaments, on est comme les médecins. Moi, je dirais... Oui, vas-y. Mais je dirais, Joël, aussi, pour faire l'envers de la médaille là, de ce que tu dis, il y a beaucoup de psychologues, neuropsychologues qui rêvent d'être plus global, plus holistique, d'aller, comme on discute depuis tantôt, mais ils ont peur. Est-ce que je vais sortir trop du cadre de ce que mon ordre me demande? Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce que l'ordre demande en termes d'intervention, c'est qu'on puisse appuyer notre pratique clinique sur des études scientifiques. Donc, si on y va un peu trop intuitivement, même si l'intuition est importante, d'accord, il y a un moment donné où cette intuition, il faut aller fouiller dans la littérature. Est-ce que je peux aller chercher éventuellement des études scientifiques qui pourraient questionner, valider, appuyer ou affirmer? C'est ça le but, là. C'est qu'on ait des études neuronales, c'est qu'on sorte de la pensée mécaniste. On est des mécaniciens, là, on s'en va à l'école, on est formaté, on doit étudier ça, ensuite ça, ensuite ça, ensuite ça. On est en compétition les uns avec les autres. C'est inacceptable, à mon avis. On étudie l'humain, mais en silo. Et les silos sont un comme... Alors, quand on arrive à l'ordre, ces gens-là ont été formatés comme nous l'avons été. C'est un peu normal que leur institution soit à l'image de la police qui dit « t'as raison » ou « t'as tort » ou « ça, c'est pas bon ». Ce qui est magnifique avec les neurosciences, c'est que ça rend la noblesse à cette vision holistique. Parce que plus les neurosciences se développent, plus on se détache du côté mécanique de la psychométrie. On revient à la physique quantique, l'observation, les neurosciences affectives et sociales font en sorte que ça donne raison à l'être humain bien plus. Oui, le médicament devient un outil, parfois utile, comme la voiture est un outil. Ça ne veut pas dire qu'on doit utiliser la voiture continuellement. Et on parle beaucoup d'intégration depuis le début, intégration des approches et tout ça. Puis moi, je trouve que dans la vie, ce qui est important pour continuer à évoluer, oui, il faut intégrer. Donc oui, la science est importante, mais la conscience aussi. Oui, les approches occidentales, mais les approches orientales. Fait que moi, je crois beaucoup à s'appuyer sur la science, mais amener de la conscience là-dedans. Et intégrer tout ça va nous amener vraiment à un niveau supérieur. Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis, mais en même temps, ce que je trouve extrêmement triste, c'est que des gens qui se posent des questions comme nous quatre, nous cinq, on doit sortir du cadre, c'est-à-dire l'école, l'université, le cégep, l'hôpital, parce qu'on ne peut pas utiliser justement nos connaissances globales pour orienter notre pratique. Alors moi, quand j'étais allée en privé, j'étais libre. J'ai fait « Enfin, quel bonheur! Enfin, de ne pas avoir à tout le temps me remettre en question. » Je le fais très bien toute seule. Je suis vraiment bonne alors, là-dedans. est-ce qu'on peut dire que... Est-ce qu'on dit alors que les neurosciences englobent plus toutes ces disciplines pour leur donner un peu plus de jeu, de sens et de globalité
pour... Oui, parce que dans les neurosciences sociales et affectives, on ne se contente pas juste de regarder la boîte noire avec l'output, qui est le comportement ou le symptôme qui va être mesuré dans une évaluation. On regarde l'ensemble des choses. On va regarder la capacité de ce que la personne mange, le contexte dans lequel elle vit, l'environnement dans lequel elle est. Il y a énormément de choses. Et j'aurais envie de dire qu'à la rigueur, un des aspects positifs de la crise sanitaire dans laquelle on vient de passer, c'est que le modèle génétique, que tout s'explique par le côté génétique, donc très mécanique, va pouvoir être tassé sur le côté parce qu'on s'est rendu compte que l'environnement social, scolaire, familial avait une tellement grande influence sur le comportement des individus qu'aujourd'hui, on ne peut plus le nier. Donc, ça va donner du pouvoir, pas du pouvoir dans le sens de rapport de force, mais ça va redonner les lettres de noblesse à l'éducation, à la neuropsychologie dans le sens propre du terme, pour favoriser à ce moment-là une meilleure compréhension de l'individu qui est éventuellement en détresse. Mais ça va nous prendre une autre émission. Il va falloir qu'on rediscute encore de tout ça. On a à peine effleuré les choses. On a mis une base. Oui. Est-ce qu'on va se retrouver? Daniel Perrault, merci. Isabelle Fournier, merci. Et Kayla Rodrigue, merci d'avoir été avec nous pour discuter de vos expériences, de ce que vous vivez et de voir ce qu'on peut offrir à nos téléspectateurs pour la suite des choses. Alors, on se retrouve à une prochaine émission. À bientôt. À bientôt.